Bonjour, bienvenue dans Le Monde devant soi, le rendez-vous géopolitique de Slate. Je suis Hélène Decomer, rédactrice en chef du site, et je suis avec Jean-Marie Colombani, cofondateur de Slate. Bonjour Jean-Marie. Bonjour Hélène. Et Alain Frachon, éditorialiste au Monde, spécialiste des questions internationales. Bonjour Alain. Bonjour Hélène. Lundi prochain, le 15 juin, s'ouvre à Évian-les-Bains le sommet du G7. Pendant 3 jours, la France accueille les dirigeants des grandes puissances économiques occidentales, Allemagne, Canada, Italie, Japon, Royaume-Uni et États-Unis. Donald Trump sera donc présent, si tout va bien, sur le sol français. Rappelons qu'on a dû décaler le rendez-vous pour qu'il puisse organiser un combat de MMA à la Maison-Blanche pour son anniversaire dimanche. Bon, mais derrière l'anecdote, ce G7 s'annonce surtout comme un moment de vérité. Il s'agit de la première rencontre transatlantique depuis la guerre contre l'Iran, déclenchée fin février par les États-Unis et Israël. Une guerre qui a encore un peu plus fissuré l'unité occidentale, entre Européens prudents, voire critiques, et une administration américaine plus offensive que jamais, les tensions sont désormais ouvertes. Alors, ce G7 peut-il être un lieu de coordination entre alliés ou n'est-il plus que la scène d'une querelle transatlantique devenue structurelle? On en parle dans cet épisode. Alain, Jean-Marie, est-ce que ce G7 2026 en particulier a encore un sens depuis le divorce diplomatique entre les États-Unis et l'Europe ? Alors écoutez, je crois qu'il y a eu une rencontre au moins américano-européenne dans le cadre de l'OTAN, mais au niveau des ministres de la Défense, depuis la campagne israélo-américaine contre l'Iran. Donc là, c'est au niveau des chefs d'État et de gouvernement, donc ce sera des retrouvailles. Écoutez, le G7 a mauvaise presse. On s'ennuie, c'est pas marrant le G7. Ça existe depuis le milieu des années 1970, c'était destiné à une coopération monétaire entre les principales devises de la planète à l'époque, et puis c'est devenu une sorte de fourre-tout où on parle un peu de tout, justement, avec des communiqués qui n'en finissent pas. Surtout, évidemment, la représentativité du G7, comme vous l'avez dit, elle est assez discutable. Ce sont les vieux riches. Ce sont les vieilles économies les plus riches du monde, qui étaient les plus riches du monde, ça se conjugue, en tout cas pour ce qui concerne l'Europe et même le Japon, ça se conjugue à l'imparfait. D'où le fait qu'on invite les autres aussi, ce qui fait que selon les sujets qu'on va aborder, à Évian-les-Bains, il y aura le chef d'État brésilien, le président de la Corée du Sud, le Premier ministre indien, le Premier ministre kényan, puisque l'Afrique du Sud devait venir, c'est la principale économie avec le Nigeria. Mais Trump a mis son veto. Pas l'Afrique du Sud, parce que l'Afrique du Sud maltraite les Blancs. Et donc, il a mis son veto à l'Afrique du Sud et tout le monde a cédé. Donc, ce sera le Kenya, qui est aussi une économie assez dynamique en Afrique. Et puis, pour parler du Proche-Orient, il y aura l'Égypte, le Qatar, l'État des Émirats Arabes Unis, l'Arabie Saoudite. Ça va donner des communiqués gigantesques sur les conflits en cours. Mais enfin, on ne va pas dire du mal du multilatéralisme en ce moment. Le multilatéralisme, c'est quand les États essayent de régler les conflits ou essayent d'avancer face aux difficultés ensemble. Alors, il y a une difficulté qui est mise de côté, parce que Trump n'en veut pas. Donc, le G7, d'habitude, avec les autres, les grandes économies émergentes traitent du climat et de toutes les questions économiques et sociales que pose le climat. On n'en parlera pas, ça n'existe pas avec Trump, donc on n'en parlera pas. Pas d'Afrique du Sud, pas de climat. Donc voilà, mais on ne va pas critiquer ces instances parce que je crois qu'on dénonce trop souvent le multilatéralisme. Alors qu'est-ce qui se passe en ce moment ? Si on essaye de décrire d'une ou deux phrases très rapidement ce qui se passe sur la scène internationale. Vous avez les 3 grandes puissances. La Russie, qui est une grande puissance à la fois par la taille du pays et à la fois par son arsenal nucléaire. La Chine, économie numéro 1, numéro 2, ex-aequo avec les États-Unis, sans doute aussi une grande puissance militaire, pas tout à fait ex-aequo avec les États-Unis, et puis les États-Unis. Ces 3-là, en ce moment, ne veulent pas du multilatéralisme organisé des Nations Unies. Et donc, quel est le jeu des Européens ? Le jeu des Européens, c'est de s'associer avec le Brésil, avec la Corée du Sud, avec l'Inde, avec tous ces pays-là, pour essayer de revenir à une scène internationale avec quelques normes, quelques principes sur lesquels on se met d'accord, et avec l'ONU. Avec toutes les réformes qu'il faudrait faire au sein de l'ONU, mais enfin, essayer de redonner de l'attraction et une certaine réalité à la coopération organisée entre les États de la planète. Ça passe par des forums comme le G7, ça passe par le G20, mieux encore, qui lui intègre
Les grandes économies émergées, je les appelle pas émergentes parce qu'elles sont émergées. Voilà ce qui se joue, si vous voulez. C'est pour ça qu'il faut en parler et c'est pour ça que c'est important. Jean-Marie Colombani? Oui, d'autant que dans la liste des problèmes dont va se saisir le G7, il faut rappeler que sur le doigt à la France et à l'initiative du président Macron d'avoir invité le Brésil et l'Inde et les autres que vous avez cités, donc ça change la nature du club. Au départ, c'est un club, il faut le rappeler aussi, c'est inventé par Valéry Giscard d'Estaing, et qui traitait en effet pour la première fois des grandes questions économiques et qui reliait les deux rives de l'Atlantique en fait. C'était par définition un condensé du transatlantisme qui est aujourd'hui vigoureusement combattu par Donald Trump. Donc ce n'est pas, inutile que ceux qui restent fidèles à cette relation transatlantique se retrouvent malgré tout et dans un rapport de force où on cesse d'opposer le Nord et le Sud, puisque par définition on cherche à recréer une configuration qui soit une configuration authentiquement planétaire et donc utile. Donc c'est comme ça qu'il faut regarder cette réunion, je pense. Après, c'est vrai, comme le disait Alain tout à l'heure, il y aura des communiqués, il y aura sans doute de multiples communiqués. Il y aura sûrement un coup d'éclat de Donald Trump aussi. Et on ne peut pas imaginer un seul instant qu'il s'abstienne de se mettre en valeur. Et là, il a l'occasion de se mettre en valeur puisqu'il a annoncé qu'il y avait un accord avec l'Iran, un accord de paix avec l'Iran, ce qui n'est pas d'ailleurs un accord, mais ce qui est la promesse d'une discussion qui durerait 2 mois et qui, au bout de ces 2 mois, arriverait à un accord de paix. Entre-temps, on parle plutôt d'un mémorandum, mais néanmoins, il va pouvoir mettre ça en valeur et faire valoir que il est l'homme de la paix après avoir déclenché cette guerre d'ailleurs. Donc, un peu à quoi il faut s'attendre. Pour le reste, comme Alain et comme vous l'évoquiez tout à l'heure aussi, un des grands aspects de cette réunion, c'est quand même la cassure entre les pays des deux rives de l'Atlantique. Alors, est-ce que cette cassure peut être réduite? Est-ce qu'on peut constater qu'il y aura une approche commune d'un certain nombre de pays face à des États-Unis qui seraient alors isolés? C'est aussi une hypothèse, mais voilà, on ne peut faire que des hypothèses pour le moment. Alors, il n'y aura donc pas de discussion autour du climat, aux grandes dames des ONG françaises qui reprochent à Emmanuel Macron, comme vous le disiez Alain, d'avoir cédé à Donald Trump. En revanche, quels sont les principaux dossiers qui attendent les dirigeants? De quoi est-ce qu'on va parler lors de ce G7? L'Iran, j'imagine? L'Ukraine aussi? Il y a un volet politique, c'est bien sûr l'Iran. Alors, il se peut qu'avant d'arriver à Évian-les-Bains, et après avoir fêté son anniversaire à la Maison-Blanche, il se peut que Trump annonce la première partie d'un accord avec l'Iran. Alors, il y aurait 2 volets. Le premier volet, c'est la fin de la fermeture par l'Iran du détroit d'Ormuz et la fin du blocage des ports iraniens par la marine américaine. Et puis, on se donne 2 mois, on se donne un délai. C'est comme ça qu'est souvent présentée la structure de cet accord pour arriver à un accord sur la substance, qui était la question du programme nucléaire iranien. Donc là-dessus, on verra s'il y a une convergence des retrouvailles entre les Européens et les Américains, puisque Trump reproche aux Européens de ne pas être venu à son aide lorsqu'il s'est trouvé embourbé dans cette crise iranienne. Je vous rappelle qu'il faut toujours juger Trump à l'aune de ses déclarations. Il avait dit que ça fait la 39e fois qu'il annonce un accord en 2 mois, la 39e fois qu'il annonce que l'accord est prêt, un grand accord, bien sûr, pour la semaine qui vient. Donc c'est la 39e fois, vous imaginez la crédibilité. Et ensuite, il avait aussi ajouté qu'il exigeait une reddition complète et totale des Iraniens sur la question nucléaire, mais aussi sur la question de leurs relations avec les milices qu'ils entretiennent dans le monde arabe, comme le Hamas ou le Hezbollah, mais aussi sur son arsenal de missiles intercontinentaux. Donc il faudra juger l'accord à l'aune des promesses faites par Trump. Et enfin, il avait aussi ajouté que c'est lui qui désignerait les prochains dirigeants de la République islamique. Évidemment, il n'a rien été de tout ça et il faut toujours le juger à l'aune de ses déclarations. Et donc on verra. Il s'est donc empaillé avec les Européens. Les Européens n'ont pas été prévenus, pas été associés, pas été consultés sur cette campagne israélo-américaine contre la République islamique d'Iran. Ils étaient sceptiques sur ce que pourrait obtenir l'option militaire.
Il pensait qu'il fallait tout essayer pour reprendre une négociation, et donc il n'était pas d'accord avec les Américains. Et Trump, lorsqu'il a été en difficulté, leur a reproché de ne pas venir à son secours, notamment au moment de la fermeture du détroit d'Ormuz. En fait, à la vérité, les bases américaines en Europe ont servi très largement de point de départ à la campagne, de point, si vous voulez, ont été un des ancrages de la guerre américaine contre l'Iran. Donc c'est assez largement faux aussi comme revendication. Mais enfin, ça a détérioré un peu plus, pour en revenir à ce que disait Jean-Marie, ça a détérioré un peu plus les relations entre l'Europe et le continent européen au sein de l'Alliance Atlantique ou de la mésalliance atlantique ces jours-ci. Le deuxième dossier sur lequel, là non plus, il n'y a pas de convergence entre les Européens et les États-Unis, c'est l'Ukraine. Dans l'Ukraine, l'option diplomatique choisie par les États-Unis est, semble-t-il, abandonnée, si l'on en croit les mots du secrétaire d'État, Marco Rubio. Plus de médiation américaine, ça ne les intéresse plus. Et l'option choisie a été de faire pression maximale sur l'Ukraine pour qu'elle cède le reste du Donbass que l'armée russe n'arrive pas à capturer. Option inadmissible pour les Européens, inadmissible évidemment pour les Ukrainiens. On en est là, et on en est à chercher une négociation. Encore faut-il que la Russie souhaite une négociation, ce qui n'est pas sûr non plus. Donc là encore, il y a une divergence. Les Européens sont solidaires, unanimes, assez exceptionnellement, notamment depuis le départ de Viktor Orban à Budapest, depuis sa défaite aux élections en Hongrie. Et donc les Européens sont solidaires et sont unanimes et ont voté 90 milliards d'euros d'aide à l'Ukraine. Donc, sur ces deux dossiers, il y a des divergences. Est-ce que Trump va les aborder avec les Européens ? Peut-être, peut-être pas. On va voir. Est-ce qu'il va leur faire une leçon de morale à nouveau sur l'Iran ? Peut-être, peut-être pas. On ne sait pas. Le deuxième volet, c'est l'économie. Avec deux grands sujets, deux grands chapitres, si vous voulez. Le premier, c'est la hausse sur les prix des carburants, des hydrocarbures, qui a provoqué, il ne faut pas se cacher derrière le micro, il faut parler, une crise mondiale, une crise terrible en Afrique et en Asie du Sud-Est, et donc qui a certainement pesé, plombé les perspectives de croissance. Est-ce que la fermeture d'Ormuz va changer ça ? Si le président Trump l'annonce, je ne sais pas quelle est l'élasticité prix... La réouverture. La réouverture, oui, c'est ça, la réouverture d'Ormuz, oui. Le simple soupçon que ça pourrait rouvrir a provoqué une baisse déjà du prix du pétrole. Et puis le deuxième grand sujet concerne la Chine et les exportations chinoises, le bulldozer à exporter chinois, lié à la question des droits de douane. Les droits de douane imposés par Trump à la Chine, et la Chine essayant de déverser notamment sur l'Union européenne, mais sur le reste de l'Asie et de l'Afrique aussi, les surplus de sa machine à produire, de sa monstrueuse machine à produire. Ce seront les sujets abordés. Alors on peut en ajouter un cinquième qui est plus politique, celui-là, mais qui ne sera probablement pas abordé dans ce genre de réunion, mais qui pèse sur les esprits et qui est le soutien obstiné de Donald Trump et des siens en faveur des mouvements d'extrême droite en Europe. Donc c'est principalement le soutien exprimé en faveur de l'AfD en Allemagne, qui est quand même une situation hallucinante, parce que l'AfD se revendique d'un héritage qui est quand même pas loin du nazisme, ou alors Donald Trump a oublié qui a défait le nazisme par les armes en Europe. Enfin, c'est assez... En tout cas, soutien américain aussi au parti Réforme de Farage, qui est lui un parti ouvertement d'extrême droite et qui combat le parti conservateur en Grande-Bretagne. Pour le moment, dans les sondages en tout cas, un certain succès. Soutien également à tout ce qui est d'extrême droite, en tout cas proche du Rassemblement national en France. Donc voilà, et ça ne peut pas ne pas peser dans les discussions, parce que, par exemple, si le chancelier allemand se confrontait à Donald Trump sur ce sujet, je ne pense pas que la discussion puisse être aussi calme que le souhaite le chancelier lui-même. Donc voilà, mais ça c'est aussi un des éléments clés de la discussion, parce que on ne peut pas faire abstraction du fait qu'au fond, les États-Unis font campagne avec et pour des mouvements qui sont ouvertement des mouvements qui sont destinés à affaiblir
la démocratie. Et on a vu effectivement les précédentes fois, ces 2 dernières années où des représentants politiques américains se trouvaient sur le sol français et avaient l'occasion de faire un discours, ne se privaient pas de recommandations, si on peut dire, politiques de ce type-là. Mais justement, ça m'amène à ma question suivante. Emmanuel Macron envisage un dîner privé avec Donald Trump à l'issue du sommet du G7. Il voudrait que ça ait lieu au château de Versailles le 17 juin pour essayer de maintenir un dialogue avec le président américain. Donald Trump n'a pas encore donné sa réponse officielle. Qu'est-ce qu'on sait, Jean-Marie Colombani, Alain Frachon, de l'état de la relation interpersonnelle entre ces deux présidents? D'abord que le lieu est bien choisi, parce qu'on n'imagine pas lieu plus valorisant que le château de Versailles, peut-être même la galerie des glaces. Si le dîner a lieu. Si le dîner a lieu. Donc voilà, tout est fait pour flatter l'ego de Donald Trump, comme le font excellemment d'autres dirigeants. Je pense que le plus zélé dans ce domaine, c'est quand même l'actuel secrétaire général de l'OTAN. Donc, est-ce que ce dîner aura lieu? S'il a lieu, c'est la bonne méthode vis-à-vis de Donald Trump. Il faut toujours parler, voire s'opposer. Enfin, et de ce point de vue-là, il y a eu un moment où Emmanuel Macron semblait avoir eu la bonne clé pour entrer en discussion avec lui, pour échanger vraiment sur le fond. Alors après, il y a eu une période un petit peu différente où Trump a commencé à moquer l'art et la manière de Macron de lui parler. Donc est-ce qu'on est encore dans cette phase-là ou est-ce qu'on reviendra à un traitement plus normal? Moi, je pense qu'il est quand même très fasciné par... rappelez-vous, il voulait importer aux États-Unis le défilé du 14 juillet, donc faire un défilé le 4 juillet aux États-Unis sur le modèle de celui du 14 juillet. Donc là, il peut aussi être inspiré par le décor versaillais pour, je ne sais pas, ajouter une aile supplémentaire à la Maison-Blanche ou... Enfin, tout est possible. C'est vrai, le président Macron n'est jamais tombé dans l'obséquiosité dans ses conversations ou dans ses remarques publiques en ce qui concerne le président Trump. Je me souviens même d'une de ses scènes habituelles maintenant, quand les États-Unis invitent un hôte étranger, il doit passer une sorte d'épreuve, de test dans le bureau ovale de la Maison-Blanche ou dans une autre salle de la Maison-Blanche. Alors toute la presse est là, le gouvernement est là, et Trump là exhibe son hyperpuissance et sa manière de faire qui peut être évidemment odieuse et insupportable, comme il l'a fait avec le président Zelensky. Pardon de ce petit amendement, mais tout ça nous rappelle d'où vient Donald Trump, c'est-à-dire d'un jeu télévisé qui s'appelait The Apprentice, et dans lequel il trônait comme ça, et puis le grand jeu, c'était d'éliminer quelqu'un et de le faire sortir. Et il a rejoué cela avec Zelensky, lorsqu'il avait gratifié le président ukrainien d'un si mauvais accueil, et d'un si mauvais comportement, enfin, qui avait choqué tout le monde. Et donc, voilà, il reproduit à chaque fois ce genre de choses. Il est un homme de la télé-réalité, il reste un président de la télé-réalité. Ah, tout à fait, oui. Et donc on verra. C'est l'avantage aussi, on condamne souvent ces forums formels, très formels, avec le communiqué final, les conférences de presse, etc. Mais ils permettent aussi beaucoup d'apartés, beaucoup de sessions off, comme on dirait à Cannes ou à Avignon, et y compris un éventuel dîner, comme celui-là, s'il a lieu. On verra, c'est l'imprévisibilité du président Trump, c'est toute la difficulté qu'ont ses interlocuteurs occidentaux, en principe les alliés des États-Unis, ou plutôt considérant que les États-Unis sont encore leur allié, c'est toute la difficulté de traiter avec ce président. Alors, si je comprends bien, des sommets du G7, et là je parle évidemment pas de celui qui va s'ouvrir la semaine prochaine, on ne peut pas le savoir à l'avance, mais traditionnellement, il ressort pas forcément des choses substantielles écrites de ces rencontres, mais ce sont des petits pas et des petits pas parfois dans l'ombre. Oui, alors celui-là a une spécificité telle que l'ont expliqué les Français, qui sont donc les responsables de tout ça. Celui-là prépare le G20 de décembre, et c'est intelligent comme approche, si vous voulez, pour que le G20 de décembre aboutisse non pas sur un communiqué, mais sur des actions. Sur un certain nombre d'actions. Actions à l'adresse de la Chine, actions à l'adresse de telle ou telle question, tel ou tel problème. Et donc, c'est une sorte, non pas de répétition, mais c'est une sorte de préparation au G20, qui est le dernier forum multilatéral qui a donné des résultats. C'était il y a longtemps, mais au moment de la crise
économique de 2008-2011, le G20 a joué un rôle et s'est imposé comme le forum multilatéral, en principe le plus performant. Il n'a pas très bien performé ces dernières années, mais en principe le plus performant. Mais il ne faut pas oublier cette configuration, si vous voulez, qui pose à l'Europe l'obligation de nouer ses relations avec les autres puissances économiques que sont le Brésil, la Turquie, l'Indonésie, et j'en oublie bien entendu, si vous voulez, toutes ces puissances moyennes, mais qui sont des puissances économiques et qui doivent compter. Parce que le jeu des trois grands, c'est d'imposer leur rapport de force, c'est d'imposer dans leur région leur domination politico-stratégique, voire économique. La Chine dans l'Asie-Pacifique, la Russie en Europe, au moins dans son ancien empire européen, et les États-Unis dans ce qu'ils appellent l'hémisphère occidental. Et tant pis pour les autres. Et donc c'est là que ces structures qui sont, encore une fois, je le dis, des événements journalistiques particulièrement rasoirs, c'est là que ces structures jouent en fait un rôle où l'Europe réussit à sortir du rapport de force que veulent nous imposer les trois puissances que j'ai citées, où elle n'y réussit pas. Et à ce moment-là, on vivra sous la botte des décisions régionales prises par Donald Trump, Xi Jinping et Vladimir Poutine. Il y a des environnements plus agréables. Mieux vaut donc un événement rasoir, mais hautement stratégique pour éviter ça. Merci beaucoup Alain Frachon, Jean-Marie Colombani. Merci Hélène. Merci Hélène. Le Monde devant soi est un podcast produit par Slate Podcast. Production éditoriale et présentation, Hélène Decomer. Prise de son, montage et réalisation, Aurélie Rodriguez.